Franchement, moi, c'est le même principe hein, comme hier. Je suis là Mhm. pour modérer. Donc, vous allez animer votre thématique. Je serai là pour vous D'accord. aider. S'il y a des soucis les gens vous dérangent avec les audios, je vais couper leur micro. Regardez s'il y a des questions dans les commentaires pour les recenser. Je serai là comme un modérateur, quoi. Moi, je n'ai rien à dire. Donc, bonne session à chacun d'entre nous. Merci bien. Merci beaucoup, coach. Et bonjour aux autres coachs qui sont là et bonjour à tous les participants. En tout cas, famille femme et l'épanouissement de la famille est on va dire, un casse-tête pour les parents. Euh, et justement, c'est ça qui m'a amené à vouloir parler de l'éducation émotionnelle, comme pilier de l'épanouissement familial. Alors, qui suis-je pour parler de ça? Euh, je suis Michael Momo, chargé de développement des talents dans une entreprise de la place, dans une multinationale. Euh, donc, j'aide au quotidien tout le personnel à développer leur talent, à se former, à monter en compétences sur les sujets, sur tout ce qu'il y a comme hard skill et soft skill, tout ce qu'il y a comme compétences métiers et aussi compétences en développement personnel. Alors, je suis aussi coach sportif pour le basket parce que j'ai pratiqué ce sport-là. C'est vrai que j'ai pas été, je vais dire, un pro, euh, c'est plutôt amateur, mais je me suis mis à coacher pour justement aider les jeunes, les adolescents, justement à franchir ce cap-là. Alors, je me suis formé aussi en accompagnement en neurosciences motivationnelles, qui l'objectif pour moi, c'est beaucoup plus accompagner, toujours dans le domaine sportif, euh, euh, tous les athlètes, euh, tous les sportifs de haut niveau, en tout cas à gérer sinon leur stress, à avoir confiance en eux-mêmes pour justement aller en pro et à se sentir bien. Coach scolaire aussi, tout dernièrement, à l'école de Anifou. Encore merci pour cette formation qui permettra d'aider les parents, les enfants, les étudiants à avoir confiance en eux et à se faire des projets et pour leur réussite, pour leur épanouissement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler de l'éducation émotionnelle. Qu'est-ce que c'est l'éducation émotionnelle? On verra aussi son impact. Quel est l'impact euh, sur les enfants et en famille? Et on verra en troisième point comment on le développe, comment on pratique cette éducation émotionnelle-là au sein de la famille. Alors, on y va. Alors, le monde évolue beaucoup plus et très rapidement aujourd'hui. Et avec cette mondialisation, on est hyper connecté. Et aujourd'hui, l'éducation des écrans est quelque chose dont on parle, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on pratique ça avec nos enfants pour qu'ils soient bien euh, et aussi. Donc, c'est vraiment une priorité pour les parents, l'éducation. On se pose souvent la question, est-ce que avoir des enfants, c'est comment les éduquer? Alors, moi, j'aime à le dire, hein, on ne donne que ce qu'on a reçu. C'est ce que nous on a reçu comme éducation que l'on donne à nos enfants. Maintenant, comment on pratique et quel est le terrain de jeu? Les parents, aujourd'hui, quand j'observe, les parents se soucient plus de la réussite de l'enfant, de pouvoir mettre l'enfant à l'aise, comme on le dit, pour que l'enfant ne manque de rien. Souvent, on entend les parents nous dire ça, et pourtant, il a tout. Est-ce qu'il a vraiment tout? Et la famille est vraiment un refuge essentiel pour le bien-être et l'épanouissement de chaque enfant, donc de chaque personne. C'est le terrain de jeu, c'est le dojo, comme le dit le judoka. Et après, plus tard, à 8 7 ans, l'enfant aussi affronte l'éducation, on va dire, estudiantine de l'école. Et l'autre terrain de jeu, c'est le dehors, comme on le dit, c'est l'ami, le social au dehors. Mais le vrai terrain de jeu, c'est en famille.
On dit que la base d'une bonne éducation est émotionnelle. Oui, euh, est-ce qu'on éduque vraiment nos enfants sur le plan émotionnel? Non, j'y pense pas. Vraiment, moi qui vous dis ici, euh, je le pratique. Je pratique l'éducation émotionnelle, mais c'est pas à 100%. Je dirais, c'est pas à 100%. Euh, Comment on les éduque, nos enfants? Coach, une minute, j'ai un souci de connexion là. Ok, ok. Je vais repartager mon écran tout à l'heure. Alors, je pense que c'est bon maintenant. Donc, je reviens à l'introduction. Vous m'entendez? Vous me voyez? Je vais 100%, directement partager. 100%, allez-y, on vous entend très bien. 100%, d'accord, super. OK. Alors, ce que je retiens comme phrase de l'éducation émotionnelle et un homme épanoui est le fruit d'une bonne éducation émotionnelle. On, Nous, parents, on se soucie beaucoup plus de la réussite qui est différente de l'épanouissement. Oui, l'enfant peut avoir beaucoup de succès et est-ce qu'il est vraiment épanoui? Voici la question qu'on se pose pas souvent. On donne tout à l'enfant. Maintenant, est-ce qu'on l'a vraiment tout donné? Est-ce qu'on le connaît? Après, on est surpris. Est-ce qu'on connaît son enfant? Et est-ce qu'on connaît ses valeurs? Est-ce qu'on sait à quoi il dit oui, à quoi il dit non? Et comment on le sent? Comment l'enfant lui-même se sent en famille? Quelle est sa place? Voici les questions que chaque parent devrait se poser dans l'éducation de son enfant. Et bon, nous, on va dire, on nous a éduqués sans communication, et t'as pas la parole. Et du coup, c'est plus tard qu'on découvre ce que c'est qu'une émotion et on essaie d'apprendre à dompter justement nos émotions, à gérer. J'aime pas beaucoup le mot gérer parce qu'on peut pas gérer une émotion, plutôt à réguler euh, nos émotions. Alors, je vous présente quelques chiffres là qui vont certainement vous choquer dans mes recherches justement depuis une semaine, depuis qu'on a lancé ce besoin de faire cette formation-là. Je me suis mis à rechercher euh, les chiffres. Alors, le terrain de l'éducation émotionnelle en Afrique, on n'en parle même pas. On n'en parle pas. Et chaque famille, chaque parent, c'est au dépend de lui-même, son éducation, son modèle d'éducation reçue, c'est ce qu'on donne. Et effectivement, actuellement, il y a les réseaux sociaux qui sont entrés dans la danse. Mais je pense qu'il y a, ça ferait l'objet d'une des capsules à venir. En Europe, les écoles ont pris le pas pour aider justement les parents parce que quand on sort le matin, c'est vraiment aller courir, ou aller au Jossi, chercher de quoi ramener à la maison, faire manger les enfants, les inscrire à l'école, euh, et on s'arrête là. Oui, c'est pareil. Donc, euh, le ministère a regardé et ils ont commencé à instruire, sinon à donner une éducation à l'école
pour que les écoles puissent aider, pour que les éducateurs puissent aider justement les parents euh, sur l'éducation émotionnelle, ils pratiquent l'éducation émotionnelle. Donc, dès le bas âge, euh, 7% des écoles en Europe pratiquent l'éducation émotionnelle. Déjà, l'école à reconnaître ce que c'est qu'une émotion et, et je vais dire ça comme ça, à visualiser les émotions, les ressentis euh, et comment il faut déjà agir. Mais tout ça, ça a un effet psychologique. On va le voir tout à l'heure. Mais aux États-Unis, au Japon et en Chine, ça, c'est vraiment toute chose faite. Les écoles euh, sont à 100% dedans. Il y a 70% des écoles qui pratiquent l'éducation émotionnelle pour pouvoir aider justement les parents et à éduquer, sinon à présenter les émotions des enfants. Aux États-Unis, on parle de liberté. Oui, l'enfant déjà, il est libre, il s'exprime, il donne son ressenti, même aux parents, beaucoup plus aux parents. Il sait ce que c'est qu'une émotion. Et c'est tout là la base de l'épanouissement, en fait. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que nos enfants en Afrique, ils sont pas épanouis? Ça reste entre guillemets. Mais à chacun son éducation, son modèle éducatif. Mais il faut mettre au centre l'éducation émotionnelle. On ne parle pas d'émotion généralement dans nos pratiques, dans nos cultures en Afrique. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que l'éducation émotionnelle? Alors, c'est vraiment apprendre aux enfants à reconnaître dans un premier temps les émotions, à les gérer, à les réguler et à être des personnes assertives. L'assertivité, c'est quoi? L'assertivité, c'est vraiment l'affirmation de soi dans le respect de l'autre. Il faut que nos enfants puissent s'affirmer sur tous les terrains de jeu, mais tout en respectant aussi l'autre. Voilà pour moi la définition d'une éducation émotionnelle. Est-ce qu'on la pratique réellement? Un petit mot, est-ce que vous pratiquez l'éducation émotionnelle? Oui, non. Euh, à la fin, on verra ensemble ceux qui pratiquent déjà et peut-être s'il y a des exemples, ce serait le bienvenu. On verra les outils et comment il faut pratiquer l'éducation émotionnelle. Quand on parle d'éducation émotionnelle, effectivement, on parle d'émotion. C'est quoi une émotion? Hein? C'est, mon fils m'a demandé la dernière, mais m'a juste posé la question. Bon, lui, euh, il a eu un problème à l'école. Vous savez, les enfants, ils ne parlent pas beaucoup. Et donc, la maîtresse l'a tiré les oreilles parce que, il a pris le bic de sa voisine et il avait demandé, lui, son bic. Donc, il a récupéré le bic. Sa voisine s'est plainte, donc ça fait du bruit. Et puis, la maîtresse l'a tiré les oreilles. Je lui ai posé la question, comment tu t'es senti? Il m'a dit mal. Mal comment? Juste technique de questionnement, comme on le fait à l'habitude. Lui, il s'est senti mal, il avait mal au cœur, parce que c'est lui son bic, lui, il n'a pas compris pourquoi la maîtresse l'a tapé dessus. Alors, il n'a pas conscience qu'il a reçu une émotion. C'est une émotion qui est née en lui suite à, justement, à cette action-là. Donc, l'émotion, c'est quoi? Euh, c'est ex movere, c'est faire un mouvement à partir de. C'est un nom que l'on donne à un ensemble de sensations que vous les avez en image. L'émotion, c'est la joie, la tristesse, la peur, et tout ce qui est colère, dégoût, envie, embarras et ennui. C'est aussi une interprétation perçue par nos sens. C'est plutôt psychologique, euh, les émotions et comment on le ressent, qui nous met en action de pouvoir juste taper dessus, fuir. Et c'est en même temps un messager. C'est un message que l'émotion nous donne. Mais est-ce que on arrive à dompter cette émotion-là, ce sentiment qu'on a afin d'agir mieux? Parce que l'émotion répond à un besoin. Quand on parle d'émotion, il y a plusieurs types d'émotions, on vient de les voir, on vient de les voir.
Euh, on a la colère. Généralement, on sait tout de suite. On sait reconnaître la colère. On voit tout de suite quand papa est en colère, les enfants savent. Mais est-ce que quand l'enfant est en colère, qu'est-ce qu'on en fait? On tue ça. Quand il est en colère, il s'exprime pas. Il n'arrive pas à exprimer cette émotion-là. Quand il est en colère, généralement, il pleure parce qu'il n'arrive pas à exprimer. Et qu'est-ce que nous on fait? Si tu la fermes pas, je vais ajouter encore. Donc, on tue l'enfant dans l'émotion de la colère. L'émotion a forcément une origine et répond à un besoin. Voilà comment il faut comprendre ça. C'est pour ça que je disais, l'émotion est un messager. Est-ce que, on sait que dans l'ancien temps, au temps des Gaulois, au temps de, de, de l'Antiquité, les messages, c'était pas WhatsApp, c'était pas, quand il y avait une guerre, les deux pays se parlaient, il y avait un messager tout le temps qui apportait une nouvelle, soit de paix, en tout cas une nouvelle, et ça se passait. Le messager, il était sur un cheval, donc il fait deux comtés pour donner un message, même sur un terrain très dangereux. Mais est-ce qu'il faut tuer ce messager? Non, parce que ils se sont mis d'accord eux tous que quand c'est un messager, il apporte une nouvelle, on ne peut pas tuer le messager. Donc l'idée aussi de nos émotions, c'est ça. Faut pas tuer l'émotion, faut pas tuer ce messager-là. Donc la colère, quels sont les besoins de la colère? C'est être entendu, c'est s'affirmer, obtenir un changement. On se met en colère parce qu'on veut obtenir un changement. Et on se met en colère, c'est parce qu'on veut défendre son intégrité. La peur, la peur, c'est quoi? Son origine, c'est un danger. Tout de suite, quand j'ai une voiture qui se dirige à vive allure sur moi, il y a, ça naît ce sentiment de danger-là. Tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je fuis parce que je veux être protégé. Je veux me sentir en sécurité et j'essaie d'anticiper. Donc, c'est vraiment ça, la peur. La peur répond forcément à un besoin et qui se retrouve ici. Mais c'est vraiment en quelques fractions de secondes. La tristesse, son origine, c'est vraiment la perte. Quand on perd quelqu'un, quand on se sépare de quelqu'un, on, on est triste. Et quel est le besoin recherché derrière? C'est le réconfort, c'est l'acceptation. euh, La dernière ici, c'est vraiment les émotions primaires que j'ai pris ici. Sinon, il y a pas mal. À la fin, je laisserai un document sur les émotions, et leur origine et puis les besoins que vous parents, nous parents, on pourra utiliser au quotidien dans la pratique de l'éducation émotionnelle. Alors, la joie que l'on connaît tous, c'est vraiment la satisfaction. C'est quand on est en joie tout de suite, on va savourer, on va partager ce qui nous a mis en joie. Et donc, voilà les émotions primaires. Et la joie, le cerveau sait reconnaître la joie tout de suite, tout de suite. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, il faut renouveler ça. Le cerveau sait renouveler ce sentiment de joie. Euh, Donc, il faut mettre ça en arrosage automatique. Et justement, pour pratiquer l'éducation émotionnelle, il faut d'abord connaître son enfant. Il faut connaître ce à quoi il dit oui, ce à quoi il dit non. Ça revient à quoi? Ça revient à connaître déjà enfant ses valeurs, parce que ça peut évoluer. Donc, il faut faire cet exercice de pouvoir décliner les valeurs de l'enfant. Et j'ai accompagné un monsieur justement à décliner ses valeurs. Et c'est un docteur. Il m'a dit qu'il le fera en fait en famille. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au bout de 3 mois, il a construit les valeurs de sa famille. Donc, avec les enfants, son épouse, ils sont mis ensemble. Ouais. Ils ont regardé ensemble. Chacun sait à quoi il dit oui, sait à quoi il dit non, qu'est-ce qui les met en joie, voilà. Et ils ont établi les règles de cette famille-là. Et c'est vers ça. L'enfant se sent impliqué. Justement, il sait que il contribue à quelque chose, même s'il n'apporte pas forcément de l'argent, il contribue à l'épanouissement de la famille.
Donc, le message clé derrière les émotions libèrent l'énergie, tout simplement. Donc, il y a pas d'émotions négatives, il y a plutôt des émotions agréables et désagréables. Voilà. Donc, cette énergie-là, comment on va canaliser ça? C'est ça qui est important. Comment on canalise cette énergie qui vient des émotions que l'on ressent? On parle plutôt de vagues émotionnelles. Ça, j'aime bien cette image-là. J'ai eu du mal à enlever pas mal d'éléments dedans. Euh, c'est vrai que ça touche l'aspect psychologique. Euh, Comme je vous disais, je suis pas psychologue, mais j'ai fait une bonne formation, en tout cas une partie de ma formation de coach de 2 ans sur le cerveau, donc tout ce qui est neurosciences. Et effectivement, ce qui m'a permis de comprendre ce que c'est que la vague émotionnelle. Comment on gère une émotion? Alors, tout naît des sens. Tout naît des sens qu'on a ici. En visuel, on a les 5 sens qui sont représentés en jaune. Et il faut un fait. Il faut un fait déclencheur. Il faut quelque chose qui va déclencher. Justement, quand je prends le monsieur qui est arrêté et puis qui voit la voiture qui vient vers lui, tout de suite, ça c'est un fait. Il le voit, on l'observe. Ça crée quoi? Une perception de danger. Et cette perception de danger, c'est visuel. C'est visuel, c'est ce qu'on voit. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça renvoie une information dans le cerveau qu'on va appeler reptilien, le cerveau instinctif. Et dès que ça renvoie, on ressent l'émotion, parce que le reptilien aussi renvoie justement à travers les neurotransmetteurs dans le limbique qui est le cerveau des émotions. Donc de l'instinctif, on ressent une émotion et c'est tout là le siège, on va dire, de la réaction émotionnelle. Quand on le ressent, qu'est-ce qu'on en fait tout de suite? Capacité. Est-ce que notre cerveau a la capacité tout de suite de renvoyer cette information reçue-là dans le cortex? Dans le cortex, c'est vraiment le siège de la réflexion, c'est le siège, euh, je vais dire, du raisonnement, de la recherche des réponses. C'est le siège de l'analyse, le cortex. Mais ça, je l'ai gardé en entier parce il y a le cortex préfrontal qui est juste au devant. Et c'est quand le limbique arrive à renvoyer cette information dans le cortex, il va analyser le comportement à avoir et qui va poser justement une réflexion et qui va dire, OK, il faut que je puisse éviter ce danger-là. Il faut que je puisse fuir. Si l'information n'arrive pas à être traitée pour que j'ai un comportement adapté et posé pour pouvoir justement réagir face à ce danger-là, et j'ai tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Je reste sur le reptilien ou je reste dans la réaction émotionnelle et c'est tout un blanc tout de suite. En ce moment, je ne peux plus fuir. Je m'arrête un coup parce que ça n'a pas été traité, ça n'a pas pu être renvoyé dans le cortex. Et justement, chez l'enfant, le cortex, le frontal n'est pas très développé. Donc, il faut pratiquer cet exercice-là pour l'amener à tout de suite, quand il y a un problème, à renvoyer l'émotion dans le cortex. Même si pas très développé, ça va participer justement au développement du cortex préfrontal et qui va justement amener l'enfant à réagir, à avoir un comportement adapté dans le respect, à pouvoir dire les mots justes face justement à l'émotion ressentie. Donc, c'est ce qu'on appelle la vague émotionnelle et tout ça, c'est en quelques fractions de secondes. Est-ce que ça vous parle un peu cette image-là? Ça nous parle, mais moi-même en tant que coach dans les neurosciences, en fait, je ne maîtrise pas trop. C'est un peu nouveau pour moi, coach, c'est nouveau pour moi. Ah oui, oui, parce que en fait, c'est ce que je disais. Moi, ma formation, c'est beaucoup plus sur les neurosciences. Hein? Comment motiver les gens à pouvoir poser des actions et Ça, c'est 150, ça, c'est 50-50. voilà, à motiver justement les personnes
à pouvoir mettre un plan d'action et à être motivé à pouvoir les poser, à poser ces actes-là. Il y a un sportif actuellement que j'accompagne qui a un problème qui, à l'entraînement, il est hyper bon, mais il n'arrive pas à poser dans un match les 10 à 15% de ce qu'il sait faire. Pourquoi? On va chercher ensemble. Je me suis rendu compte que non, en fait, il a un problème d'estime de lui-même, en fait. Et quand on a cherché, effectivement, comment tu vas motiver ce gars à avoir confiance et à poser les bonnes actions? Donc, c'est le type d'accompagnement que je fais au quotidien. Alors, je vous présente deux images rapidement. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Deux personnes qui ont une vue différente. Est-ce qu'une perception ou bien une représentation? Vous pouvez écrire sur le chat, perception ou représentation. La deuxième image, très rapidement aussi. Alors, que voyez-vous sur cette image? A, une jeune dame. B, une dame âgée. Les deux, ni A ni B. Vous pouvez écrire aussi sur le chat. Euh, Coach Anifou, tu as quelques réponses sur le chat? Je suis en train d'observer. D'accord. Moi, je vais J'aime bien cette écrire. image-là. Moi, j'ai écrit le A. Ah, une jeune dame. Il y a Salou, ni A ni B, conséquent C, pomme A. A et B. Euh, C, c'est A et B. D, ni A ni B. Alors, donc, vous voyez là, Il y a également on a A qui est plusieurs, apparu. C'est on a bon, allez, plusieurs, on a, continue. Allez, continue, c'est bon. c'est bon, merci beaucoup. Vous voyez qu'on a plusieurs réponses. On voit le monde différemment. On voit les choses différemment. J'aime bien cette image-là, l'image de Boring, qui permet de voir en fait que chacun a une perception, chacun voit le monde selon ses sens en fait. Et effectivement, dans l'image, on a une vieille dame et on a aussi une jeune dame. Ça dépend de quel est l'angle qu'on utilise pour pouvoir regarder. Et quand on voit le monde différemment, ça veut dire que on voit les choses différemment et on interprète différemment. Et dans l'interprétation, ce qui se passe, surtout quand on entre en relation avec quelqu'un, il faut forcer ça, ça devient un choc. Et il faut que quelqu'un puisse descendre de sa montagne pour se mettre dans la position de l'autre pour pouvoir voir ce qu'il voit. Sinon, et en se mettant dans cette position, on s'enrichit parce que nous, on avait vu autre chose. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe dans une relation? Ça devient conflictuel. Il faut que ce que j'ai vu là, il faut que ça soit ça. C'est pas une faiblesse en soi. Et c'est ce que on appelle vraiment l'empathie. Donc, il faut descendre sa montagne pour se mettre dans l'angle, pour pouvoir voir ce que l'autre voit, sans ce que l'autre personne sent, effectivement. Et ça ne vient que nous enrichir parce que nous, on avait d'autres choses. Et c'est ça en fait l'émotion. Et on verra comment l'empathie est pratiquée dans l'éducation émotionnelle. Alors, quel est l'impact de l'éducation émotionnelle? Euh, Très rapidement, je vais les dérouler. C'est vraiment être à l'écoute de ses émotions et attentif de celles des autres, de prendre conscience de ses forces et le terrain de jeu. La famille, c'est vraiment la béquille de l'éducation émotionnelle. L'appui émotionnel, c'est plutôt en famille. Euh, Quand c'est bien, c'est la famille. Quand c'est pas bien aussi, c'est la famille. Donc, il faut qu'on apprenne à nos enfants à être responsables, à pouvoir plutôt ne pas cacher ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent dans leur amitié, dans les relations scolaires, euh, même en famille. Il faut qu'ils puissent le dire. Quand c'est bon, on va les conseiller. Quand c'est pas bon aussi, on va les conseiller pour qu'ils sortent de là.
C'est vraiment de faire des émotions une boussole qui va orienter nos relations. Ça renforce les liens familiaux. Donc, imaginez une famille qui pratique l'éducation émotionnelle où chaque membre de la famille est épanoui. Il n'y a pas de cachotterie. On se partage des choses. On se parle. On a des rituels, des réunions en famille chaque semaine, chaque mois, une fois par mois. Et on mange ensemble. On se partage ce qu'on a réussi dans nos journées, ce qui nous a pas plu. J'imagine une famille comme ça qui se partage tout, qu'on puisse se dire, ah, cette journée n'a pas été bien pour moi, voilà ce que j'ai ressenti à cette période et comment j'ai fait pour en sortir. Waouh, ça serait une famille géniale. Souvent, on a des familles comme ça qu'on qualifie de familles fortes et, et souvent on les envie simplement parce que les parents ont accepté, pratiqué derrière l'éducation émotionnelle, même si c'est pas à 100%. Mais on sent qu'ils sont soudés, on sent que c'est une famille forte, on sent que les membres de famille, ils s'aident, on sent qu'ils ils sont pas dans le jugement, ils sont dans l'accueil inconditionnel. Il y a cet amour inconditionnel entre les membres de la famille. Alors, l'éducation émotionnelle aussi permet de prévenir tout ce qui est tout psychologique parce que oui, on sait traiter l'information, on sait se poser, on sait respirer et on sait éviter effectivement tout ce qui est trouble psychologique. Ça favorise également le développement de l'enfant. Le développement de l'enfant, oui, euh, on a des enfants comme ça qu'on qualifie d'enfants éveillés. Oui, éveillés, mais on se pose pas la question. Souvent, on pense qu'il est né comme ça. Peut-être vrai, on est avec des talents, on est avec notre façon de fonctionner, notre mémoire, mais il y a un accompagnement, il y a un accompagnement des parents derrière qui pratiquent, souvent même de façon inconsciente, hein, l'éducation émotionnelle. Souvent, quand on rend visite à des amis, on voit leurs enfants comment ils agissent. Il y a d'autres qui donnent la liberté à l'enfant de s'exprimer. Mais il y a d'autres aussi, mais l'enfant n'a pas droit à l'expression. Donc, il ne peut pas exprimer, le terrain n'est pas favorable pour l'enfant. Donc, ce qui fait que quand il est au dehors, il est une autre personne. Ça permet de pratiquer l'assertivité. On en parlait tout de suite. C'est l'affirmation, comment l'enfant s'affirme euh, tout en respectant les autres. C'est toute une éducation. Mais nous, on ne permet pas justement à l'enfant de s'affirmer. Et on veut qu'il y respecte. Donc, du coup, ça crée un bug dans la tête de l'enfant. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer un problème d'estime de sa personne. Parce qu'il ne sait plus à quoi il doit dire oui, à quoi il doit dire non. Donc, il fera toujours les choses pour plaire. Et c'est ça. On dit à l'enfant, OK, si tu as 12 de moyenne, on l'encourage pas. Quand si tu as 12 de moyenne, OK, je te fais tel cadeau. Donc, en réalité, l'enfant, c'est pas la moyenne qu'il recherche, c'est le cadeau qu'il recherche. Donc, il ramène le 13. Oui, c'est bien pour l'enfant, mais il faut aussi encourager beaucoup plus à faire plus. Ça permet aussi de gérer les situations relationnelles délicates, surtout en famille. Si l'éducation en famille, dans le professionnel, si c'est bien pratiqué, l'éducation émotionnelle, c'est pas une faiblesse de ne pas réagir de façon instinctive suite à une provocation ou suite à un message que l'on reçoit. Ça permet aussi de sortir d'une crise relationnelle euh, et de renforcer l'estime de soi. Donc, il y a pas mal, voici quelques impacts qui vont nous enrichir pendant cette formation-là. Donc, j'ai pu lister ça rapidement pour vous. Sinon, il y en a encore. À la fin, sur le forum, je vais laisser de la documentation pour ceux qui souhaitent encore poursuivre, sinon pratiquer l'éducation émotionnelle. Très bien. Comment on va développer cette intelligence émotionnelle qu'on va
comment on va justement pratiquer l'éducation émotionnelle. Mais on sait bien que aujourd'hui, nos écoles ne prennent pas ça en charge. À la limite, les écoles aussi enfoncent sur notre tube d'éducation émotionnelle. Et pour moi, je suis convaincu que si on pratique l'éducation émotionnelle, si on est aidé parce que l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison, si les parents sont aidés par l'éducation scolaire à l'école, euh, à pratiquer l'éducation émotionnelle déjà à l'école, ça va beaucoup aider les enfants, ça va beaucoup aider les parents également. Alors, comment on va pratiquer? On parlait tantôt de l'empathie. L'empathie, c'est vraiment un pont vers la compréhension. Il faut que les parents soient empathiques. Il faut qu'on puisse se mettre à la place de l'enfant pour le comprendre. Ça permet à l'enfant de se comprendre lui-même et ça permet également à nous parents de comprendre qui est mon enfant, qu'est-ce qu'il ressent, à quoi il dit non, à quoi il dit oui. Et tout ça, ça peut pas se faire sans la communication. Il faut une communication. C'est le moyen d'expression des émotions. Il faut parler, il faut observer et il faut mettre justement, il faut amener l'enfant à mettre des mots que l'on peut corriger. Aujourd'hui, nous, on sait ce que c'est que l'émotion, mais l'enfant ne connaît pas d'abord. Il a plutôt, on observe le, l'enfant à travers, je veux dire, ses réactions. Soit il est en pleurs, soit quand on l'observe, il n'est pas content, il est triste. Nous, on sait mettre des mots, mais l'enfant, pas forcément. Donc, il faut l'amener à mettre des mots, justement, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit, que ce soit à l'école, à la maison, avec ses amis, tout ça, dans les jeux. Voilà. Prochain moment, Et 2 minutes pour finir la présentation et pas les questions, 2 minutes. super rapidement, il faut amener aussi les enfants à pratiquer la régulation émotionnelle. C'est avoir des stratégies pour pouvoir développer, sinon, pour réguler ses émotions quand ça arrive. Une fois que c'est tout ce processus-là, il sait mettre un nom. Dès qu'il y a une réaction, il sait dire, OK, ça c'est une colère, c'est la colère pour moi. Et comment je régule ça? Et tout ça, il faut un terrain de jeu qui puisse justement permettre ça. Il faut un environnement qui sécurise justement l'enfant de façon émotionnelle. Très bien, quelques outils rapidement. On a la méthode STOP. Je vais décliner juste la méthode STOP ici. On a quoi? L'autoscan. C'est des outils qui permettent de réguler les situations difficiles, les émotions fortes ou les moments de doute. Oui, parce que souvent l'enfant est dans le doute, surtout quand il n'arrive pas à s'exprimer, il ne sait pas à quoi il dit oui, à quoi il dit non. On a ce qu'on appelle l'autoscan qui permet de formuler les attentes beaucoup plus réalistes et favoriser la croissance de l'enfant. L'autoscan, je l'aime bien. La méthode STOP est beaucoup plus simple et beaucoup plus adaptée. L'autoscan est beaucoup plus utilisé pour les grandes personnes et justement, ça permet aux adultes de pouvoir se poser et d'observer, de regarder, OK, ce qui est arrivé, ce qui a été dit, quel est le besoin chez moi? Et ça permet de formuler justement une bonne phrase pour, euh, pour répondre à cette émotion-là. On a le SBD, qui est une déclinaison de l'autoscan, et tout ça, c'est décliné de la communication non violente. Il permet d'encourager l'autonomie et valider les émotions, et in fine, c'est ce qu'on fait au quotidien, nous qui sommes ici pour accompagner les parents sur les outils à pratiquer l'éducation émotionnelle, à gérer le stress, euh, voilà, à aider les enfants à avoir confiance en eux-mêmes, à, à découvrir leurs talents et de se dire que ils ont aussi une mission de vie sur cette terre-là. Alors, la méthode STOP, c'est quoi? Donc, quand il y a une situation qui crée une émotion désagréable, c'est tout de suite
s'arrêter de penser, observer un silence, prendre du recul. Ne pas laisser d'abord l'information aller tout de suite dans le limbique. C'est faire le vide. Et le thé, c'est take a breath. Et respirer, prendre une profonde respiration abdominale, retrouver son calme, se relaxer les muscles, apaiser le corps et l'esprit, réduire les tensions physiques et mentales. Donc, et dans la pratique, c'est fermer les yeux, d'autres ferment les yeux. Chacun pourra découvrir et au fil du temps, quand on pratique, on va découvrir ce qui est mieux pour sa personne et l'enfant aussi. On a, oh, il faut observer. Qu'est-ce que je ressens en tant qu'émotion? Réellement, puisque je sais pratiquer maintenant, je sais ce que c'est qu'une émotion. Quel est mon ressenti? Quelle pensée me traverse tout de suite? Est-ce que c'est de frapper? Est-ce que c'est de se dire que non, en réalité, ce qu'il m'a dit, l'insulte qu'il a faite à mon égard, ça répond pas à un besoin chez moi. Est-ce qu'il vaut la peine de pouvoir réagir de façon instinctive? On voit ça en circulation chaque jour. C'est des chocs à n'en pas fini. Tout le monde est pressé, personne ne veut laisser la route à l'autre et ça crée un stress. Et ça, plus tard, tout de suite, c'est la bagarre et c'est l'accident qui poursuit. Pourquoi ai-je cette réaction? Il faut pouvoir observer ça et pouvoir agir. Agir ici, c'est vraiment prendre une décision alignée avec ses objectifs, ses valeurs personnelles pour ne pas justement aller dans une réaction instinctive. Alors, en conclusion, retenez que l'éducation émotionnelle, c'est le fil conducteur qui relie tous les autres aspects de la vie humaine, qui sont les valeurs, les règles, les attentes et les interactions quotidiennes. L'éducation émotionnelle est le fil conducteur. Tout découle de l'éducation émotionnelle, qui est centrale pour nous, mais on pratique tout ce qui découle sans réellement pratiquer l'éducation émotionnelle. Parce qu'on pense certainement que c'est un acquis. C'est aussi le cadre familial. Est-ce que ce cadre-là permet justement d'avoir une bonne éducation émotionnelle? Je le dis. Sinon, on doit éduquer nos enfants comme on a été éduqués. C'est pas évident qu'ils soient des meilleures personnes ou qu'ils ne nous ressemblent pas. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre attention. Le sujet est assez vaste. Ça, c'est quelques slides et mon contact pour ceux qui souhaiteraient en discuter encore davantage et mon adresse email. Je suis sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire. Si je ne réponds pas dans les 2 heures qui suivent, vous verrez mon message. Merci. Merci, coach. Est-ce qu'il y a des questions? Bravo, 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 collaborateur, bravo, partenaire, bravo, coach en neurosciences motivationnelles. Je vous assure, moi-même, je suis coach parental, mais ce que le coach m'a dit, est-ce que moi-même j'ai compris? En tout cas, je vais écouter le replay pour pouvoir comprendre. Ça a été un peu technique pour nous. C'est que quand on va revoir le replay, on va plus maîtriser. Donc, on va prendre la question. Déjà, je vois Soro Lassina qui a levé la main. Monsieur Soro, allez-y. Merci beaucoup. Euh, je voudrais sincèrement dire merci au coach. Moi, je suis inspecteur en orientation, mais vraiment, il faut dire qu'il y a des choses que vraiment que je n'avais pas. Vraiment, avec cette formation, je voulais dire merci beaucoup. Sinon, j'ai pas vraiment de Merci beaucoup. questions. Merci. Merci, Merci Monsieur beaucoup. Soro. Je suis en Côte d'Ivoire. Ah, OK. Super. Ah, merci. Ah, d'accord, d'accord. À bientôt, on y sera. OK. Mhm. Dites-moi, ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'audio peuvent écrire les questions en commentaire et le formateur va voir pour pouvoir répondre. Oui, par exemple, oui. Vous écrire vos questions et vos commentaires sur le chat.
et on va reprendre pour répondre à vos questions. Vous êtes connectés au même moment. Donc, chacun voit sa grosse tête là. Oui, si elle veut maintenant partir. Des questions? Des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais vous poser la question, hein. Je pose la question à tout le monde. Chacun doit pouvoir écrire ou donner son avis sur la question que je vais poser. Comment vous pratiquez l'éducation émotionnelle chez vous avec vos enfants? Non, ici, c'est pas un jugement, hein. Est-ce qu'on pratique, oui ou non? Est-ce qu'on pratique pas, véritablement? Parce à la sortie justement de cette formation-là, il faut que chacun puisse poser un acte allant dans ce sens-là. Alors, déjà commencer à observer, donner la parole à l'enfant et aussi prendre en compte ses besoins, parce qu'il en a, il en a. Donc, comment vous pratiquez l'éducation émotionnelle? Donc, à la suite de ça, réfléchissez en une minute rapidement, quelle est l'action que vous allez poser? Euh, Réfléchissez à ça, vous pouvez l'écrire. C'est votre action à vous-même. Et quand est-ce que vous allez commencer à faire le premier pas, à faire justement le tout premier petit pas? C'est un engagement envers vous-même de commencer à pratiquer l'éducation émotionnelle. Bonjour, coach. Bonjour. Je suis vraiment... J'ai carrément oublié l'heure. Je viens d'arriver. Je suis sortie le matin, là, elle vient d'arriver. Donc, j'ai parti. Dès que je me connecte, je vois merci. Ah, Donc, d'accord. je OK. n'ai pas... Donc, c'est pour ça que je ne peux pas poser de questions parce que je n'ai pas écouté tout ce que vous avez dit. Je viens OK. d'arriver. D'accord. Tu pourras revoir le replay. Coach Momo, ils vont D'accord. revoir le replay la semaine prochaine. Donc, Voilà. on va Donc, publier une vidéo par semaine, les replays par semaine. Ou bien on peut voir deux vidéos dans la semaine. Ok, plus prendre le temps ouais. de suivre ça, quoi, pour bien comprendre les choses. Voilà. Voilà, vous le suivez. Bon, après, s'il y a des questions ou s'il y a des choses que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas, il y a mon contact sur le forum et on va s'aider pour une meilleure éducation émotionnelle de nos enfants. Il y a des commentaires dans le chat, vous avez vu? Donc, là, j'arrête le chat. J'arrête le partage. Hop, hop, hop. J'arrête. Euh, je n'en pratique pas et je compte commencer à le faire. Super, c'est ce que on veut voir. Et ça va vous révéler des choses, surtout de vos enfants. Et effectivement, c'est en ce moment, vous allez commencer à voir l'intelligence de l'enfant. Quand vous lui donnez, quand il commence à avoir confiance, que non, en fait, que quand il va et que en famille, il y a l'amour inconditionnel. Et c'est pas seulement, parce que les enfants se cachent aux parents, hein. C'est pas seulement quand il fait bien, on le félicite. Non, même quand il fait pas bien, on l'encourage pas, mais on le laisse pas aussi. Ah, il y a Mariam qui commence aussi. Bonjour coach, c'est ici que j'ai su qu'il y avait une éducation émotionnelle. Je m'imprègne d'abord avant de passer à l'action. Super, super.
Je laisserai de la documentation sur le forum pour tous ceux qui souhaiteraient approfondir. Et il y aura mon contact aussi là-bas. Euh, on peut en discuter et justement, même dans la pratique des outils, bonjour coach, quelle serait la meilleure façon de pratiquer une éducation émotionnelle en famille? La meilleure façon euh, de pratiquer l'éducation émotionnelle en famille, c'est déjà commencer à observer vos enfants. Et il faut aussi, dans un premier temps, essayer de travailler les valeurs, vous-même, vos valeurs. Parce que l'enfant pose un acte, on le tape. Oui, mais c'est parce que il y a une information. Quelles sont mes valeurs à moi en tant que parent? Quelles sont les valeurs à l'enfant? Même s'il est tout petit, il a des valeurs, il a des ressentis. Et une fois qu'on a tout ça, même si ça va forcément prendre du temps pour le faire, non, en 1 heure de temps, un samedi matin, vous réunissez votre famille. OK, les gars, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous enlevez la casquette du papa ou du maman. Alors, on va regarder ce à quoi on dit oui, c'est à quoi on dit non. Qu'est-ce qui nous met en joie? On va commencer à décliner. Moi, je suis content quand je pars pas à l'école. Pourquoi pas? Oui, parce qu'il y a certains. Moi, je suis content quand je vais jouer au foot. Moi, je suis content quand toute la famille est réunie. Et vous allez commencer à voir qu'il y a certains, ce qui disent qu'il les met en joie, c'est plutôt partage. C'est quand il est avec les autres. Quand il y a d'autres, c'est quand il se retrouve tout seul, quand il est devant la télé, des petites choses comme ça permet de décliner tout ce qu'il y a comme valeur. Parce qu'il ne sait pas encore mettre les mots là-dessus, c'est des ressentis. Et commencer aussi à leur demander comment ils ont passé leur journée, en fin de journée, pour leur poser la question, comment ça a été à l'école? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Ce qui t'a pas plu, comment, quelle est l'action que tu dois poser? Il faut essayer d'approfondir ça. Quand vous commencez à discuter avec les enfants, vous commencez à le mettre en confiance. Ils commencent à savoir que non, en fait, il est accompagné. Et vous aussi, vous partagez avec lui ce que, enfin, votre journée, même s'il ne comprend pas ce que vous faites de la journée, comment vous êtes senti? Qu'est-ce qui a été bien? Quelles sont les 3 choses euh, qui l'ont plu au cours de la journée? Ah, moi, c'est à l'école, la maîtresse a posé une question, moi j'ai répondu et toute la classe m'a félicité. Vous savez, coach, il y a mon dernier là, mes 2 derniers, c'est des jumeaux, filles, garçons. L'autre, émotionnellement, il est très émotif. Et l'école même m'avait appelé parce que quand il descend comme ça, il parle plus. Il parle plus. Et depuis l'année dernière, quand on a commencé justement, j'ai commencé à faire cette ouverture. Oui, parce que moi, j'ai longtemps travaillé à l'extérieur. Donc, les enfants étaient avec la maman. Et quand j'ai commencé à pratiquer ça, alors tout ce qui se passe à l'école, il vient me dire. Je lui pose des questions. Je réponds pas à sa place. Je l'amène pour, à- pour qu'il puisse me dire, OK, face à telle situation, comment il va réagir? Il doit réagir. Est-ce que c'est un besoin pour lui? Parce qu'on a établi, il a la liste de ses besoins. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand une situation, tout de suite, il commence à comprendre, OK, quand il dit, à la fin, il dit non, en fait, lui n'a pas réagi parce que pour lui, le partage, c'est quelque chose de normal. Ça répond à un besoin. Et en ce moment, en réalité, il a fait la vague émotionnelle de façon inconsciente. Et c'est tout ça qui met l'enfant en confiance parce qu'il est sécurisé. Je vous raconte une petite histoire. Souvent, nos parents, c'est tout clair. Ça, c'est avec les enfants. Racontez l'histoire en 2 minutes, puis on va prendre le deuxième Ouais, intervenant. en 2 minutes. Et j'ai, il y a une dame qui avait quelques soucis avec son enfant parce que quand l'enfant quitte l'école,
Au lieu de rentrer directement à la maison, il passe chez son ami, faire les jeux électroniques. Donc la femme vraiment, et ça la mettait vraiment hors d'elle, quoi. Et ça créait chaque fois des problèmes. Alors, le besoin pour l'enfant, c'est jouer après l'école. Il a besoin de ça. Le besoin pour la maman, c'est d'être sûr que l'enfant est rentré à la maison. Est-ce qu'il faut lui payer un jeu électronique? Elle m'a dit qu'elle n'a pas les moyens pour ça. C'est pas ce qu'on a voulu faire même. L'idée, c'était pas de payer un jeu. Elle n'a pas les moyens pour ça et c'est pas ce qu'elle veut. Parce que s'il y a le jeu, l'enfant ne pourra pas étudier. Mais qu'est-ce que l'enfant à la maison comme jeu? Et l'enfant, quand on a mis l'outil, l'USBD, et elle a cherché à comprendre. C'est pas le jeu qui intéressait l'enfant, c'est plutôt être avec son ami beaucoup plus. Mais bon, dans le jeu aussi, ça l'intéressait. Quand il a pratiqué l'OSBD, il a pris en compte le besoin de l'enfant, elle, son besoin, et elle a décliné ça en action. Tout simplement. OK, moi, je veux que tu sois à la maison à 18 heures. Et toi, quand tu quittes l'école, tu arrives à 19 heures. Ça me met pas en sécurité, ça me met pas en joie. Je sais pas où tu es. Tu me dis pas où tu es. Et l'enfant a dit non, en fait, quand lui quitte l'école, il va juste faire un jeu 15-10 minutes avec son ami. Mais bon, dans le jeu, il se rend compte que l'heure est passée. OK, tu as besoin d'aller jouer. Moi, j'ai besoin que tu sois à la maison à 19 heures. Comment on va faire? Voici la question. Le SBD, c'est ça seulement. Comment on va faire? C'est l'enfant qui a trouvé la solution. OK, moi, je souhaiterais que, après l'école, euh, je, je passe chez mon ami que tu connais bien. Je vais jouer 30 minutes et à 18h30, je suis à la maison. Est-ce que ça te rassure? Moi, oui, tout simplement. Donc, quand l'enfant quitte l'école, la maman sait où se trouve l'enfant. Donc, si elle veut, elle peut appeler là-bas parce qu'il a ramené le numéro pour se rassurer qu'effectivement, l'enfant est là-bas et à 19h, il est à la maison, il prend sa douche. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenu compte d'un besoin pour l'enfant qui n'est pas négatif. Voilà, donc c'est juste partager ça avec vous et encore merci pour votre participation à cette formation. Euh, Coach Anifou, tu as le studio. OK, merci beaucoup, Coach Momo. On sait que c'est votre domaine. Moi, je ne maîtrise pas trop l'éducation émotionnelle. Ce que je maîtrise, c'est tellement peu et vous nous avez édifié. Ce que moi, je retiens de cette communication, j'ai noté des phrases clés. L'émotion est un messager. Les émotions libèrent de l'énergie. Puis j'ai aussi retenu que par rapport aux chiffres, en Afrique, là, c'est 0% de pratique. Ah, on n'en pratique On pas, n'en hein. parle même pas. On pense que c'est un truc de blanc, un truc de blanc. Et quand on va aux États-Unis, au Japon, en Chine, c'est 70% des écoles. En Europe, c'est 7% des écoles. Donc, bravo, bravo pour cette formation. Je sais qu'il y a encore des choses que vous allez partager, mais le temps ne nous permet pas. Donc, félicitations. On va lui mettre des cœurs. Mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Merci, 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 merci. merci, Yes, merci. yes, yes. Je suis tout disponible pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur l'éducation émotionnelle ou bien sur autres sujets qui les intéresseraient sur tout ce qu'il y a comme accompagnement. Merci bien.